Écoutez, rapidement pour nous présenter, je commence. Bon, écoute, voilà. Donc moi, je suis Julie Lebouris, avocate au sein d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Cornet Vincent Ségurel. À l'intérieur de ce cabinet, moi, j'interviens sur plusieurs problématiques et celle qui nous intéresse notamment aujourd'hui, celle qui va porter plus sur la notion de droit équin, même si c'est un terme très générique. Et donc, j'ai cette problématique-là dans mon quotidien, dans l'approche du monde du cheval. Alors, c'est des problématiques souvent différentes sur des problématiques contractuelles, de vente, autres, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus, la notion de bien-être, et aussi sur des sujets qui va peut-être nous intéresser, des sujets de droit pénal, de droit du sport finalement. Et on va le voir, c'est un thème qui est assez particulier parce qu'il est très transversal. Il faut faire très attention parce que c'est un sujet politique, un sujet sociétal, et l'une des lignes de conduite qu'on s'est donnée avec Émilie, qui va se présenter juste après, c'est justement de ne pas rentrer dans cet écueil. Nous, on va essayer aujourd'hui de vous donner une version objective de la situation juridique, de la situation scientifique, mais on n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour faire des débats, parce que je pense qu'on y est encore demain matin sur la notion de bien-être équin et du droit. Voilà, donc évidemment, on est là, c'est une table ronde, donc le but c'est que ce soit le plus interactif possible. Et puis je sais que quand on parle du mot droit, on se dit que ça va être soporifique, que ça va être long, que ça va être lourd, qu'il va y avoir plein de textes et tout ça, donc c'est pas mon idée. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir Émilie à mes côtés qui va animer, je crois, mettre plein d'énergie dans cette table ronde, et je te laisse la parole, Émilie. Donc voilà, pour ceux que j'ai pas encore croisés, moi je m'appelle Émilie d'Allongeville, je suis vétérinaire équin. Mon entreprise s'appelle donc Equiwell et je m'efforce au quotidien de préserver l'intégrité physique des chevaux. Voilà, Equiwell et bien-être, c'était assez logique pour moi de venir parler ici aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de travailler avec Julie sur plusieurs affaires qui ont concerné des clients et on a trouvé toutes les deux que notre approche était complémentaire sur ce sujet. Et d'où notre interaction. Donc c'est une table ronde, donc l'idée c'est quand même vraiment d'essayer que ce soit interactif. Et voilà, Julie elle va nous poser le cadre juridique qui est très varié, multicentrique et à tiroir pour des gens comme moi en tout cas, et peut-être vous, béotiens en la matière. Et puis voilà. Donc oui, alors pour fixer un petit peu le débat, ce qu'il faut savoir, donc je vous ai fait une petite introduction avec finalement cette question, c'est de bien se rendre compte qu'on est sur un thème très particulier, la notion de bien-être animal, bon, bien-être équin aujourd'hui plus spécifiquement, et de s'interroger de la façon de savoir comment est-ce que finalement aujourd'hui l'appareil législatif, donc ceux qui font les lois, et ceux qui les sanctionnent, donc les appareils judiciaires, les institutions judiciaires, répondent à cette question qui est une question, je dirais, d'actualité, et surtout c'est une question extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que le droit, par définition, c'est je mets du cadre dans une société pour que les gens, entre eux, aient des règles pour vivre. Donc le droit, c'est du cadre. Mais on va mettre du cadre sur une notion qui, par définition, est une notion mouvante. Mouvante au regard des données scientifiques, on y viendra juste après, donc des différentes découvertes scientifiques, mais aussi au regard de la place que prend l'animal et que prend le cheval au fil des années. Et c'est vraiment ce sujet qui aujourd'hui rend complexe une question. On n'est pas sur, bon, qu'est-ce qu'on fait d'une maison, qu'est-ce qu'on fait d'un immeuble, qu'est-ce qu'on fait d'une relation de travail, quoique c'est encore aussi, là aussi mouvant. Là, on est en train de vous parler d'une matière vivante sur laquelle on va essayer de mettre du cadre. Et une matière vivante sur laquelle on a encore aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, que des données, finalement, qui sont partielles. Je pense que si on refait la même table ronde dans 10 ans, en 10 ans, on bosse encore, Émilie, ouais.
dans 10 ans, je pense qu'on n'aura pas du tout le même discours. Et on n'aura pas du tout les mêmes textes, et on n'aura pas du tout les mêmes référentiels sur la notion de bien-être animal. Donc, c'est comme si on faisait des lois sur le bien-être humain. Il n'y en a pas, en fait. Il y a tout ce qui tourne autour du cadre qu'on va mettre sur la bientraitance, sur le bien-être, sur les soins, sur tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas la définition d'un bien-être humain. D'accord ? Donc, c'est toute la spécificité. Alors aujourd'hui, Émilie, tu peux peut-être plus nous en parler, même si tu en as parlé ce matin, sur scientifiquement. Donc, Julie vous a relevé la définition de l'ANSES du bien-être animal. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a bien le couplage entre le bien-être mental et le bien-être physique. Et le bien-être physique, finalement, pour la plupart d'entre nous, c'est quand même assez facile à identifier, mais ce qui est le plus compliqué en mon sens, c'est vraiment l'état mental, et notamment on va passer sur la seconde peut-être, voilà. Moi je trouve que celle-ci est presque plus facile à éclairer, parce que on se dit absence de faim, donc ok, c'est facile, pour respecter le bien-être de mon cheval, et ben il faut lui donner à manger, donc bon, en faisant un peu d'effort, on va y arriver. Ensuite, l'absence de soif, c'est pareil, en général, on a un abreuvoir automatique, une grande poubelle d'eau, on va y arriver. Absence de peur, stress physique et thermique, bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais on peut quand même essayer d'y arriver. Absence de douleur et de maladie, en général, on est encadré par un vétérinaire, un professionnel dans la pension ou le lieu de détention du cheval. Ça se fait encore. Par contre, moi, ce que je trouve complexe et qui va rendre l'application des lois compliquée, c'est cette notion de liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté. Alors, on a ici un très bel exemple d'écurie active qui peut garantir des comportements proches de l'état naturel des chevaux, qui vont pouvoir se déplacer comme ils le souhaitent, manger à l'heure où ils le souhaitent, etc. Mais finalement, ce petit encart-là, c'est lui qui va donner le plus de variété dans ce qu'on va pouvoir analyser chez un détenteur d'équidés, savoir si oui ou non il est en faute, si le besoin de liberté du cheval est respecté ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui va être extrêmement subtil, et en plus qui va varier d'un individu à l'autre. Parce que le comportement normal d'espèce, ça, moi, je trouve que c'est un petit peu un mot d'universitaire. Enfin, si je vous prends vous, on est l'espèce humaine dans cette salle. Est-ce que vous avez tous les mêmes comportements de base ? Je suis pas sûre. Il y en a, ils vont aimer se lever à 9h du matin et se coucher à minuit. Il y en a d'autres à 6h du matin. Enfin, vous voyez, chacun a son rythme de vie. Il y en a qui aiment manger de la viande, d'autres pas. Et finalement, le comportement normal d'espèce, c'est vraiment compliqué à définir, même sur notre espèce à nous, qu'on connaît bien, avec des gens capables de verbaliser. On est une société complexe, etc. Donc là, on parle d'une espèce qui n'est pas la nôtre, qu'on observe, qu'on a sélectionné génétiquement, avec des sélections génétiques qui sont tellement variables que parfois on peut se demander si entre le poney Shetland et le cheval de sport allemand, on est vraiment sur la même espèce. Et donc, moi je trouve que voilà, ça va être compliqué, mais en même temps passionnant, et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de recherches, comme disait Julie, et qu'on progresse beaucoup. C'est finalement qu'est-ce qu'il est, ce comportement normal, déjà, quel est-il ? Et ensuite, comment parler d'une liberté autour de ce comportement normal. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé les bases, qu'on a essayé de poser les bases d'un bien-être animal, et qu'on a compris qu'aujourd'hui, en fait, le législateur et l'institution judiciaire plus généralement, elle est entre plusieurs feux. Elle est dans le feu sociétal, c'est-à-dire je dois répondre à un besoin de la société par rapport à une question qu'on me pose, par rapport à un enjeu qu'on me pose, qui est la place de l'animal dans la société. Et il y a aussi ce que découvrent les scientifiques pour pouvoir essayer de nourrir au fur et à mesure comment comprendre mieux l'animal et quels sont ses besoins. Alors, je vous ai fait un rapide tableau, une sorte de petite frise chronologique de l'évolution législative. Alors, elle est évidemment pas exhaustive, parce que sinon, 15 slides plus tard, j'y suis encore. Néanmoins, en termes de loi, je pense que j'ai mis les principales. Et vous voyez, à travers ces slides, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a vraiment un corpus normatif qui évolue. On passe
En 1850, sur la loi Grammont, c'est la première loi qui a parlé d'un animal dans une loi. D'accord ? Et comme le faisait très justement remarquer Émilie tout à l'heure, c'est que là, on est en train de sanctionner pêle-mêlement. Alors vous remarquerez, les sanctions sont anecdotiques. Hein. On parle d'amende de 5 à 15 francs et de prison de 1 à 5 jours, d'accord, sur des problématiques de mauvais traitement animal. Mais si on faisait le parallèle, sans faire nos féministes que nous ne sommes pas, par rapport à la place de la femme ou par rapport aux sanctions sur les violences faites aux femmes, eh ben, vous constaterez qu'on n'en était pas loin. D'accord ? Donc il y avait une sorte de parallèle entre l'animal et la femme. En 63, donc vous voyez, on attend quand même presque plus de 100 ans, pour là créer pour la première fois un délit de cruauté envers les animaux. C'est la première fois qu'on parle de cruauté envers les animaux. Avant, il y avait une notion de mauvais traitement qui était très large, qui n'était jamais appliquée, et on passe sur le délit de cruauté. Et vous voyez après le tableau, finalement, on évolue. On parle de sensibilité de l'animal, d'être sensible de l'animal, mais uniquement dans le code rural, c'est important de le souligner. Je vous en expliquerai 2 secondes après. On renforce en 99 uniquement, les sanctions pour sévices graves. Donc ceux qui existaient ici à l'époque. C'est quoi la grosse nouveauté de 99 ? C'est que l'abandon est défini désormais comme un acte de cruauté. D'accord ? Et la loi qui est venue vraiment, pour moi, être le symbole de l'évolution de la place de l'animal dans la société, c'est la loi de 2015, qui, dans le Code civil, c'est celui qui règle qui fixe l'ensemble des règles dans nos vies quotidiennes, en fait. Hein. C'est celle qui va gérer la vente, qui va gérer les mariages, qui va gérer les divorces, qui va gérer les partages de biens. Donc c'est celui qui gère nos vies quotidiennes. C'est la première fois que le Code civil présente l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité. Ceci étant, et à l'heure où je vous parle, et avant de parler de cette loi du 30 novembre 2021, j'insiste pour aujourd'hui, un animal, en droit, hein, un animal, c'est un meuble. D'accord ? Juridiquement, un animal, c'est un meuble. Un cheval, c'est un animal domestique, c'est le contraire d'un animal sauvage ou d'un animal de compagnie, mais c'est considéré comme un bien meuble. Ça veut dire que toutes les règles qui vont s'appliquer aux ventes, qui vont s'appliquer aux cessions, achats, garanties, même s'il y a des spécificités, ce sont les règles du Code civil de base. D'accord ? C'est ce qui permet à quelqu'un d'être propriétaire d'un animal. Mais doué de sensibilité. Alors, cette notion de doué de sensibilité, c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec une évolution des textes où on essaye de le prendre en compte. Et vous en avez certainement entendu parler de cette loi du 30 novembre 2021. Cette loi, son titre, c'est « Lutter contre la maltraitance animale ». Ok, bon, à la limite, on va peut-être fixer ce que sont des mauvais traitements ou des bons traitements à l'égard des animaux. Et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Alors, on va être clair, il y a un peu un effet d'annonce dans cette loi. Et pour vous faire une petite anamnèse de ce que c'est qu'en fait, cette loi, elle est intervenue après le phénomène notamment des mutilations, qu'on a tous vu en 2020 notamment, où effectivement, on a vu que la société devenait assez irritable à l'égard de l'ensemble des actes qu'on pouvait faire à l'ensemble des animaux, que ce soit les chevaux. Vous avez aussi cette loi c'est elle qui vient aussi mettre un terme à tout ce qui est delphinarium, réglementation des animaux en captivité. Et voilà. Donc c'est une loi qui est très intéressante sur certains sujets. Maintenant, par rapport au bien-être équin, on va voir quelles sont finalement les évolutions. L'écueil aujourd'hui du législateur et de l'institution judiciaire dans ce domaine, c'est qu'on veut faire plaisir, hein, encore une fois, faire plaisir, on veut répondre à des besoins, donc c'est la notion peut-être un peu politique de la législation, mais on répond tellement à des besoins que s'agissant du bien-être animal, ça c'est parti de partout. C'est-à-dire que
Si là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, enfin, tout ce que vous voulez, si je dois vous fixer un état des lieux de toutes les règles qui s'appliquent et qui ont trait à un animal, j'en ai pour 5 heures et je vais vous prendre tous les codes. Dans tous les codes, on va trouver quelque chose. Dans le code civil, vous avez la notion d'animal doué de sensibilité. Dans le code rural, vous avez toutes les règles qui s'appliquent aux règles de détention qu'on va voir après, règles de détention, identification, les professionnels aussi, leur façon de gérer le bien-être animal, le code pénal qui fixe les sanctions, le code du sport, et aussi à l'intérieur, toutes les règles fédérales. C'est-à-dire que pour un même animal, vous avez 4 codes au moins. Je vous ai pris les essentiels, mais 4 codes. Et à l'intérieur du monde du cheval, vous avez encore d'autres règles. Vous avez les règles de la FFE, vous avez les règles du code du trot, vous avez les règles du code du galop, vous avez les règles de la SHF. Donc, il y a un panel de règles qui font qu'à la fin, à force de trop bien faire, enfin, trop vouloir bien faire, on s'y perd. Et je pense que c'est un des écueils aujourd'hui de la prise en compte du bien-être ou de la bientraitance animale, et je retiens ce terme qui me va très très bien, à trop vouloir bien faire, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut faire quelque chose tellement les règles sont éparses. Et je me permets quand même un des principes de droit français, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. D'accord ? Eh ben, je vous défie de me mettre, déjà moi, de vous expliquer quelles sont l'ensemble des règles applicables, et vous, de savoir l'ensemble des règles qui s'appliquent en matière de bien-être animal. C'est vrai que moi j'ai vraiment été bluffée en découvrant la présentation de Julie, parce que je me suis rendu compte que pour un professionnel aujourd'hui qui a une écurie comme ici, donc qui fait du coaching en CSO, et ben finalement c'est impossible de connaître l'ensemble des lois qui encadrent la détention et le bien-être des chevaux dans son écurie. Et enfin, je trouve ça dommageable, déjà dans un sens parce que les lois sont censées encadrer, comme tu le disais, et que finalement, pourtant sur des personnes sérieuses comme ici, ou enfin je veux dire, moi c'est quand même un domaine qui m'intéresse, et ben j'ai appris énormément de choses et je n'avais pas du tout idée de l'ensemble de ce contour juridique, voilà. Et le fait qu'il soit comme ça dispersé, pas accessible, en fait c'est dommage et pas intéressant, parce que finalement ces lois qui sont censées encadrer, elles encadrent rien du tout parce que on n'y a même pas accès, qu'on sait même pas qu'elles existent. Et donc c'est vrai que voilà, enfin c'est au moins l'apport de tout ce travail que tu as fourni. Non mais c'est, tu vois, moi j'ai fait une découverte et et voilà, et tu dis nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense que personne ne la connaît. En tout cas, les 3/4 des articles que tu vas nous présenter, moi personnellement, qui malheureusement intervient parfois dans des procédures juridiques, etc., et ben, j'en connaissais pas la moitié. Voilà, je te redonne la parole. Merci pour cette petite pub formidable. Si je peux servir à quelque chose, j'en suis ravie. Donc moi, ce que je me suis permise de faire, justement, c'est d'essayer de vous scinder la notion de bien-être équin sur et la réglementation qui existe, on va dire, pour pouvoir aussi débattre de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui devrait être fait. C'est le bien-être équin au stade de la détention, de sa détention, et le bien-être équin au stade de son utilisation. D'accord ? Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des règles différentes, des sanctions qui vont peut-être se croiser, mais vous allez voir derrière que le problème de la sanction, c'est que si elle n'est pas appliquée, pas vu, pas pris, ou encore, si je suis pris, qu'est-ce que je risque ? Donc voilà, c'est tout cet éternel débat sur la place des règles et leur efficacité, leur efficience, tout ce que vous voulez, dans le place de la société française. Alors, je vous avais fait j'ai essayé de faire un petit schéma des grandes règles qui existent en matière de détention d'équidés. Donc aujourd'hui, déjà, détention ne veut pas dire propriétaire, d'accord ? Donc, quand je suis propriétaire, j'ai l'obligation de déclarer mon cheval, donc l'identification. Alors, vous avez tous les textes, je vous les épargne, je vous les ai mis pour votre culture personnelle, on va dire. Mais voilà ce que le législateur a pensé pour, au final,
essayer d'encadrer la détention d'animal et donc par définition, par extension, assurer sa bientraitance, assurer la gestion, le suivi de la gestion de ces animaux. Et la gestion des chevaux. Par exemple, l'identification, on le sait, ça permet derrière d'assurer ni plus ni moins qu'une traçabilité de la naissance à la mort du cheval. Et donc ça, c'est une des premières choses qui a été mise en place dans le cadre du code rural. D'accord ? Donc ça, j'y passe assez rapidement. J'ai pas de nouveautés particulières à vous apprendre par rapport à ce sujet-là. L'identification, si ce n'est que maintenant, c'est de la puce et que avant, dans notre vieux temps, c'était le marquage au fer, l'encre dans la lèvre inférieure ou autre. Aujourd'hui, c'est par puce, mais voilà le sujet. La déclaration de détention. Alors, la déclaration de détention, c'est pareil, ça a été tout se couple un peu entre déclaration de détention, inspection sanitaire et ce que je vais vous dire, ce que je vais raconter ici. La déclaration de détention, je suis détenteur de cheval, je ne suis pas propriétaire. Moi, je suis propriétaire de chevaux, je ne suis pas détenteur de chevaux. Mes chevaux sont en pension, ici, ailleurs, dans une autre écurie. Bref, je ne suis pas détentrice. Donc, ces règles-là ne s'appliquent pas pour moi, d'accord ? Mais chaque détenteur est obligé de se déclarer. Pourquoi ? Pour pourvoir, si besoin, alors au-delà de l'aspect sanitaire de différentes pathologies ou rhinopneumonie ou autres, mais c'est pour pouvoir être potentiellement inspecté. D'accord ? Qu'il y ait une inspection sanitaire qui vienne, enfin un vétérinaire qui puisse venir dans vos structures pour s'assurer que les conditions de détention qui sont fixées ici sont bien respectées. Les conditions de détention, alors là c'est aussi c'est assez drôle, vous avez une sorte de liste à l'après-vert et je comprends pas très bien la différence, enfin c'est pas que je comprends pas très bien, c'est que vous avez à la fois le R214-17 du code rural qui vous liste un ensemble de règles quand vous détenez des animaux et notamment des chevaux, et puis l'arrêté du 25 octobre 82 qui a été modifié en 2000 qui vient le compléter par petites bribes, sauf que c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes sources juridiques. Donc, bon, disons que l'arrêté vient compléter le R214. En gros, qu'est-ce qu'on vous dit dans ces conditions de détention ? On va surtout vérifier le côté, je dirais, matériel de la détention. On est en train de vous dire que, par exemple, dans une structure, dans une stabulation ou dans une écurie, il ne faut pas d'objets tranchants. Enfin, il ne faut pas que les murs aient des bords tranchants. Bon, bah, on est content. Enfin, voilà, pour éviter la blessure. Super. On est en train de vous dire que dans les clôtures ne doivent pas permettre la blessure du cheval, notamment. Alors, nous, on y pense toujours, c'est la notion des barbelés. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs considéré comme une infraction, on va dire. Le fait de mettre des barbelés, c'est contrevenir, à mon sens, au sens de l'arrêté et de l'article R214-17, parce que je mets clairement en place une clôture qui va blesser, mais par nature. C'est-à-dire qu'un cheval qui va se prendre les pieds dans le fil, bon, c'est pour ça qu'un fil doit être cassant, c'est pour ça qu'il y a plein de règles, mais comment je l'apprécie, ça, déjà ? La notion de clôture qui empêche une blessure. Un cheval qui veut se blesser dans une clôture, il y arrivera toujours. Enfin, ça, c'est clair. Mais, vous voyez, il y a ces systèmes-là. Après, vous allez avoir tout ce qui va porter sur ce que disait Émilie tout à l'heure, parmi les 5 besoins, notamment la faim et l'eau. Bon, bah, il faut que le cheval soit nourri. Mais c'est pareil, on ne vous explique pas ce qu'est bien nourrir un cheval. Pourquoi ? Mais ça, Émilie, tu me le diras mieux que moi. C'est qu'il n'y a pas un cheval qui a les mêmes besoins. Donc, heureusement, presque. Ça reste très ouvert, parce que le problème, c'est que le besoin nutritionnel d'un Shetland ne peut pas être le même que celui d'un courson de course ou d'un cheval de sport. Et que sinon, on va être loi avec 158 alinéas. Et voilà, donc après, moi, ce que je trouve fou, en tout cas vu de ma fenêtre, c'est que le droit, si c'est pas illuminé d'un peu de bon sens de la personne qui essaie de l'appliquer, en fait, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'aura jamais une loi suffisamment précise pour faire face à toutes les situations, et que en fait, si la personne qui décode le texte de loi n'a aucun bon sens, en fait la loi ne sert plus à rien. Et c'est ça où, en même temps, la valeur humaine prend aussi toute son importance à ce moment-là, c'est que c'est les personnes qui vont apporter un décodage correct de la situation, on espère.
Et effectivement, si vous reprenez l'ensemble de la liste des conditions de détention, donc comme je vous disais, avoir un intérieur sans objet tranchant, avoir un accès à l'eau, avoir un accès à la nourriture, être en bonne santé, c'est-à-dire de faire appel à un veto quand on voit que notre cheval est malade, d'avoir une lumière naturelle ou alors un dispositif permettant à l'animal de se sentir un peu dehors, d'avoir un système de régénération de l'air, alors c'est pas forcément pour les chevaux pour le coup, c'est plutôt dans les espaces plus fermés, permettant d'assurer la ventilation, bon ok. Mais si on revient par rapport à ce que disait Émilie tout à l'heure sur le 5e besoin qui est sur le comportement normal, moi j'ai aucune règle dans les conditions de détention qui sont fixées par le code rural, qui vont me permettre de m'assurer que ce 5e besoin sera respecté. Et encore, de toute façon, comme tu le disais, venir réglementer, et c'est peut-être pas un tort non plus, venir réglementer un sujet qui est aussi subjectif que la notion de comportement normal, c'est un risque. Ça veut dire qu'on met un animal dans une case, alors qu'un animal, quelle qu'en soit la définition philosophique que quelqu'un s'en fait, c'est un individu. Il a une capacité individuelle. Et donc, c'est la problématique de cette notion de comportement normal. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que je n'ai pas une loi, un texte qui va définir ce qu'est le comportement normal de l'animal. Donc, on s'en tient à des choses qui sont potentiellement vérifiables, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture. Bon. Voilà. Maintenant, la grosse particularité ou la grosse nouveauté, il y a beaucoup d'effets d'annonce dans cette loi, mais ça m'a fait sourire quand je l'ai lu, c'est dans cette loi du 30 novembre 2021, il a été mis en place, prévu la mise en place d'une attestation par le détenteur professionnel, d'une attestation de connaissance des besoins spécifiques de l'équidé, ou quand je ne suis pas professionnel, c'est-à-dire que moi j'ai mon petit cheval dans mon pré chez moi, je dois avoir un certificat d'engagement et de connaissance pour en fait connaître les besoins spécifiques du cheval. Alors déjà pour les professionnels, c'est depuis le 2 décembre 2021. Pour les non professionnels, c'est à compter du 30 novembre 2022. Il était censé y avoir un décret d'application parce que vous savez la grande spécialité française, le grand sport français dans l'appareil législatif, c'est qu'on fait plein de lois, mais qui souvent ne sont pas applicables, parce qu'en fait, il faut des décrets d'application pour nous préciser les conditions dans lesquelles la loi va être appliquée, et qu'on oublie de faire les décrets. Donc, vous avez des lois qui sont magnifiques, qui sont pris la tête dans des commissions, dans des échanges parlementaires et tout ça, pour qu'à la fin, ça fasse des lignes dans un code qui est épais comme ça, mais qui est inapplicable. Et donc, cet article en fait partie. Vous avez, cette règle est soumise à un décret. Alors, la loi n'est pas vieille, elle date que de novembre, peut-être qu'elle va arriver à un moment donné, mais je n'ai pas de décret à ce jour à vous présenter pour vous expliquer quels sont les critères, quelles sont les modalités de cette attestation. Est-ce qu'il va falloir aller faire une formation? Avec qui? Quel est le programme? Qui paye? Tout ça? Je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de participer lors du congrès des vétérinaires équins national cette année, justement, à une commission de réflexion sur la place des vétérinaires et l'application de cette attestation de connaissance. Donc, en tout cas, dans ma profession, il y a des membres il y a vraiment un comité qui s'est réuni pour ça, avec des documents qui sont quasiment prêts. Alors, moi, je saurais pas dire si je pense que c'est bien ou pas, mais de toute façon, l'État a décidé pour moi. Mais par contre, c'est sûr que voilà, tant qu'à devoir faire un document, autant que ce soit des professionnels qui l'établissent. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que le décret d'application va quand même arriver, parce que je serais étonnée. Alors, je me souviens plus des détails exactement, mais je crois que dans ma profession, il y a vraiment des gens qui ont été mandatés par l'État pour entamer cette procédure de réflexion et la mise en place de ces documents. Et en fait, il devait y avoir, un peu comme pour les gens qui veulent détenir des chiens catégorisés, vraiment une formation spécifique. Alors, c'est sûr que
ça sera peut-être un frein au commerce. Certains professionnels voient pas ça d'un très très bon œil. Après, personnellement, je pense que pour les gens vraiment amateurs, genre le grand-père qui achète un poney pour son enfant, qui le met dans le pré et qui n'a vraiment aucune notion du minimum d'entretien de ce que c'est qu'un poney, moi je pense que c'est pas complètement inutile, mais c'est toujours pareil, c'est comment est-ce que ça va être mis en place, est-ce qu'ils vont dire qu'il faut faire une formation de 500 balles pour pouvoir avoir le document, enfin ouais, je pense que c'est toujours pareil, c'est dans les faits effectivement comment ça va s'appliquer, est-ce que ça va être simple et efficace, auquel cas, comme je vous dis, moi je pense que ça peut quand même finalement être intéressant. Ou alors est-ce que ça va être une usine à gaz qui va vraiment compliquer la vie de tout le monde, j'ai hâte de voir, mais en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qui m'a l'air déjà très, très avancé quand même des échos que j'ai pu avoir personnellement. Alors, moi, bah, tant mieux, mais tant mieux si... Ce que je vois, moi, c'est que je me dis, si les gens ont besoin d'avoir ce certificat ou cette attestation pour pouvoir détenir un cheval, pourquoi pas? Peut-être que ça peut être un premier ferme psychologique pour s'interroger justement de qu'est-ce qu'a besoin un cheval. Comme tu le disais, celui qui veut acheter un Shetland pour faire tondeuse à gazon ou autre et qui finalement ne sait pas qu'il faut parer le cheval, le vermifuger ou autre, effectivement, peut-être que de se poser ces questions-là vont lui permettre d'avoir soit de renoncer à l'achat, parce qu'il va se dire que finalement, c'est pas pour lui et c'est peut-être plus que ce qu'il avait prévu, soit de prendre conscience de ses responsabilités. Donc, c'est pas un mal. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est quid s'il le fait pas? Quelle est la sanction? Est-ce que cette sanction va être effective? Est-ce qu'il va y avoir des sujets? Enfin, moi, j'y crois pas beaucoup que chacun aille voir les forces. Pour le coup, je pense que la machine réglementaire peut, dans certains cas, être très efficace, parce que c'est vrai que là, moi, où j'ai été... déjà, pour tous les chiens catégorisés, comme je disais, aujourd'hui, de toute façon, un éleveur ne peut pas vendre un chien si le certificat de capacité n'est pas en règle, etc. C'est plus possible. Après, je racontais tout à l'heure, en prenant un café, que je vais offrir une tortue de terre à ma fille. Et vous voyez, c'est un petit animal, etc. A priori, on se dit, bon, c'est facile. Et ben, je peux vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun commerce qui vendra une tortue si le certificat de capacité n'est pas à jour. J'y suis allée il y a 15 jours, je suis vétérinaire, enfin, je me suis dit, bon, ça va se passer à la bonne franquette, cette affaire. Et bah, pas du tout. Et le monsieur m'a dit, il faut revenir avec le certificat en bonne et due forme, imprimé, etc. Effectivement, le commerce des tortues de terre a été complètement retiré sur Internet, vous ne pouvez plus en trouver. C'est légiféré de manière extrêmement stricte. Et alors que je pense que le commerce de tortues de terre, c'est pas... par rapport au volume commercial et en nombre de transactions des chevaux, c'est quand même un peu une niche. Donc je me dis, si des gens ont mis une énergie pour légiférer ce secteur-là, qui est tout petit, pourquoi finalement ce serait pas possible chez le cheval? Après, voilà, moi je compare juste par rapport aux éléments que je connais, et comme tu dis, on verra bien ce qui va nous être sorti, quoi. Bon, sauf que là, on parle de 780 000 chevaux sur le français, mais complètement. Le changement de carte de propriété, Ouais. par exemple, si tu n'as pas le certificat, Ouais. ça va se bloquer tout seul. Ouais. Et après, c'est derrière, est-ce que ce certificat rend compétent quelqu'un qui a un cheval? Et rend compétent quelqu'un qui va avoir la bonne connaissance du cheval. C'est un garde-fou. C'est une première étape, et encore une fois, à notre sens, au pire, ça fait pas de mal. Voilà. Ouais, ça comme ça. Non, l'une des grandes nouveautés sur lesquelles en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de cette loi du 30 novembre 2021, faisait partie de la commission, ou en tout cas a été assez active, une députée parlementaire de la Vendée qui s'appelle Martine Le Guy-Ballois, qui est cavalière, qui a eu des chevaux, qui était avocate de droit équin d'ailleurs avant d'être députée. Et donc, qui a permis de faire rentrer dans cette loi des dispositions spécifiques aux chevaux. Et notamment, il y en a une qui me semble assez opportune. Pour le coup, alors après, il faudra voir encore une fois dans sa mise en place, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul par rapport à cette procédure. Cette loi prévoit la possibilité d'une vente forcée d'équidés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle souvent des abandons des chiens, des abandons des chats et tout ça.
on parle assez rarement des abandons de chevaux, alors qu'en fait, il y en a énormément. Et on ne parle pas que des abandons de chevaux au fond d'un pré, on parle des abandons de chevaux sur des créances impayées, sur des pensions impayées dans le sein des clubs. Sauf qu'aujourd'hui, on était encore, je dirais que le détenteur du cheval est lui responsable des conditions de détention du cheval, et donc on se retrouvait, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à un côté, je ne suis pas payé, mais d'un côté, je dois continuer à soigner le cheval au regard des 5 obligations qu'on a vues tout à l'heure. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut assurer un entretien, il ne faut pas qu'il ait mal et tout ça. Donc ça générait évidemment des frais à l'égard des professionnels du monde du cheval, et on le sait, qui souvent sont économiquement très justes, ou en tout cas une pension c'est une pension, et donc des frais qui étaient difficilement à mettre en place. Donc, par ailleurs, dans ces situations-là, je ne suis pas propriétaire, donc je ne peux pas m'en défaire, je ne peux pas le vendre. Voilà. Donc ils étaient vraiment coincés dans cette situation à devoir garder un cheval qui ne leur appartient pas, mais qui leur coûte des sous. Et donc cette procédure, très rapidement, hein, pour vous schématiser la situation, c'est de permettre à un détenteur d'un cheval, d'un client qui ne paye plus de pension, après avoir mis en demeure, donc je crois que c'est un délai de 3 mois, après avoir mis en demeure le propriétaire du cheval de régler les créances et tout ça, va pouvoir, par voie de requête, saisir un juge qui va lui-même rendre, et donc sur lequel il va établir le nom du propriétaire, le montant de la créance, le lieu où est le cheval, et l'adresse du propriétaire. Et derrière, le juge va rendre une ordonnance qui va être, on dit, signifiée au propriétaire. Et donc, si le propriétaire ne bouge pas dans le délai d'un mois de cette... Je crois que c'est un mois. Je vous dis ça sous réserve de vérification. Mais, alors, le cheval peut être mis en vente aux enchères. Si l'enchère est... l'enchère, le but, c'est de rembourser le détenteur de la créance impayée, d'accord ? Donc, soit il est remboursé, très bien, le cheval est vendu. Soit s'il n'y a pas d'enchère, alors le détenteur pourra, au stade de la requête initiale, fixer le nom d'un tiers, donc le nom d'une personne, je ne sais pas, qui aurait pu être intéressée par le cheval, qui deviendra propriétaire du cheval. Donc, en fait, c'est une procédure qui, à mon sens, a un vrai intérêt, c'est pour éviter justement que les professionnels se retrouvent avec une écurie pleine de chevaux abandonnés, j'exagère, hein, mais pleine de chevaux abandonnés dont ils peuvent pas libérer les box ou les places de paddock, et donc ça veut dire des pertes économiques, soit des pertes sèches, soit en tout cas l'impossibilité de pouvoir utiliser le cheval et de devoir générer des frais. Donc cette procédure, alors on va voir, parce qu'en termes de coûts, je ne sais pas ce que ça va gérer, notamment les coûts inhérents à la vente aux enchères. Qui va les supporter au départ ? Est-ce que c'est le détenteur ? Est-ce que ça va être mis évidemment sur la vente du cheval ? Mais en carence d'enchères, comment ça se passe ? Donc voilà, il y a encore des sujets qui me semblent, moi, opaques. Maintenant, moi, je n'en ai pas fait personnellement, ce type de procédure à ce jour, mais je pense que c'est une bonne chose. Voilà. En tout cas, ça a été fait pour ça, pour répondre à ce besoin-là ou à cette situation qui existe et qui mettait en difficulté bon nombre de professionnels. Donc voilà sur la détention des équidés. Donc si vous voulez, si on doit faire un tout petit focus, enfin pas un focus mais un résumé, aujourd'hui vous avez une réglementation qui est extrêmement éparse, qui porte sur des sujets assez techniques, qui ne porte pas sur la notion de comportement normal de l'équidé ou autre. On l'a vu, et c'est peut-être pas mal parce qu'au départ, aujourd'hui c'est absolument impossible. Oui. J'avais une question justement sur le comportement normal, c'est bien normal, ça veut dire. Est-ce que le législateur pourrait légiférer sur des comportements qui se rapprochent du comportement de l'espèce, à l'état de l'art des connaissances scientifiques? Justement, c'est quand même aujourd'hui. L'intitulé de la loi est exactement celui-là. En fait, c'est arrivé un tout petit peu. Le lien, ouais. Parce que sur les comportements de l'espèce, sans parler justement de la valeur nutritionnelle, par exemple, si on prend l'alimentation, on ne parle pas de la valeur nutritionnelle, parce que évidemment c'est impossible de traiter les différents cas, chacun d'un cheval pur sang. Mais par contre, on sait que sur le comportement de l'espèce, il y a des intangibles qui peuvent être respectés en fait.
il y a des fois, je pense que toi, par rapport à ton métier de comportementaliste, il y a effectivement un pattern d'espèces voilà, je pense qu'il y a le pattern d'espèces. Après, on va tu veux y revenir maintenant? Non, vas-y. Tu veux voir le... Si tu voulais avancer, si tu voulais... Ah non, vas-y. La diapo sur les... Sur les 5 besoins? Sur les 5 points. Ouais. Oui, alors sur les 5 besoins, mais Parce que tu vois, l'absence de faim, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'un cheval, au bout de 4 heures, il n'a pas mangé, il a des douleurs qui peuvent dégrader sa santé. non mais évidemment, là on parle des ulcères et tout ça, mais je pense que... Non, mais sans parler des ulcères, en fait, il y a une douleur et il y a un stress au bout de 4 Ah oui, heures. mais Et l'absence de faim, en fait, c'est l'absence de faim du point de vue du cheval. C'est pas du point de vue de... Ouais, je pense que tu me dis de l'activité, c'est ça. Non, parce que c'est hyper des macros, si tu veux, sur la FFE, leur truc de... Et là, en fait, du bien-être animal, c'est hyper des macros, parce qu'ils te disent, ah bah, le cheval, il faut qu'il ait faim. Bah, super, mais c'est quoi un cheval qui a faim? C'est ce qu'elle dit, un cheval qui a faim, c'est un cheval qui est privé de nourriture pendant tant de temps. Et ça, c'est assez scientifique. C'est-à-dire que même nous, à partir de quel moment on peut dire qu'on a faim? C'est quoi avoir faim? c'est ça, mais c'est pour ça que Ma question, c'est est-ce que le législateur, au lieu de dire l'absence de faim, c'est l'absence de faim pour l'espèce? Parce que l'absence de faim pour un chien, c'est pas la même chose que pour un cheval. Et je comprends évidemment qu'on ne peut pas parler des apports nutritionnels, c'est impossible. Ça, c'est sûr. Mais par contre, en plus, là, il n'y a pas... il n'y a pas les interactions sociales, par exemple. pour moi, les interactions sociales sont dans la liberté d'expression d'un comportement normal de l'espèce. Tu vois. Mais chacun des codes. Voilà. Est-ce que Mais là, c'est des macros, parce que ça veut dire... Ma question, oui, mais c'est bien. Mais bien sûr. est-ce que le législateur C'est bien le but. préciser, en tout cas, juste, est-ce que la notice, est-ce que le fait de noter relatif à l'espèce serait suffisant à un respect plus fort des conditions de l'espèce, en fait? Alors, la relation express... Alors, effectivement, dans la... Ouais. Alors, justement, le sujet par rapport à ça, c'est que j'ai pas le texte complètement en tête du 30 novembre 2021 sur est-ce que c'est adapté à l'espèce ou pas. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a des règles. Mais les règles, en face, vous avez des réponses judiciaires. Un juge qui va être amené au sein d'une même audience à devoir gérer des sujets divers et variés et qui va se retrouver face à la notion de besoin nutritionnel du cheval. Il y a un mauvais traitement parce qu'il n'a pas mangé au bout de 4 heures. Sur quoi il se base? Sur quoi il se base? Peut-être que les critères sont mal posés. Peut-être qu'on devrait parler d'absence de faim, on devrait parler de privation de nourriture. La notion de privation de faim et de privation d'eau, du coup, là, on va être soit sur du mauvais traitement, soit sur de l'acte de cruauté s'il y a un élément intentionnel et tout ça, enfin bon, on y viendra tout à l'heure, mais c'est tout le problème, c'est jusqu'où aller dans la loi, dans le cadre juridique. C'est pour ça que moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire de la formation et de faire des messages plutôt que d'être sur quelque chose de punitif et de répressif. De répressif, Parce que à la base, les gens qui ont des chevaux, la plupart, ils aiment ça et ils ont plutôt envie de bien faire. Et voilà, moi, je pense que la loi, c'est un cadre un peu large et tout ça, donc il faut qu'elle existe. Là, je demande pour voir un petit peu les contours qu'elle propose, mais je pense que c'est plus intéressant d'essayer de faire de la pédagogie et d'essayer de montrer que oui, c'est possible d'améliorer les conditions de transport, notamment pour des moments comme ça. Parce que, comme tu disais, il ne peut pas y avoir des contrôles partout non plus, puis ce serait horrible. Je veux dire, la vie deviendrait horrible. Et puis, ça coûterait un argent fou, ça serait monter une usine à guerre. Donc, je pense que l'idée, c'est plutôt peut-être qu'il y ait un peu un échantillonnage de contrôle de temps en temps, un peu plus répressif, ok, mais que par contre, il y ait plus de pédagogie, une meilleure formation. Et puis, avec qui on parlait ce matin
la formation des moniteurs, etc. Mais on sait tous que ces 15 dernières années, la formation des moniteurs, le niveau des gens qui en sont sortis était quand même moins bon, que ce soit en termes d'idéologie ou en tant que cavalier, plein de raisons. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'améliorer la qualité de la formation et de faire en sorte de rendre possible et de faciliter la qualité de l'accueil et de la prise en charge des chevaux globalement. À moi, je pense que le transport par rapport à la voiture, c'est ça qu'il y a beaucoup de chevaux, notamment les chevaux de concours qui sont transportés de manière très très longue. Pas toujours de la nourriture à disposition parce que c'est compliqué, parce que c'est machin. Donc c'est plutôt des réflexions comme ça qu'il faut qu'on mette, plutôt que de se dire il y a une loi qui va saquer, c'est qu'attention, s'il a vraiment le coup de 4 heures pour une prune, bah voilà, c'est compliqué et qu'il faut faire confiance à l'humain. L'idée, c'est pas de sanctionner s'il y a plus de 4 heures machin. L'idée, c'est de se dire, parce que c'est toujours la récurrence du comportement aussi qui fait que c'est délétère ou pas pour l'animal. C'est-à-dire qu'il y a plein de chevaux qui ne mangent pas 4, 5, 6 heures de suite. Et bon, c'est pas optimal, mais en même temps, on ne va pas condamner les gens pour ça. Après, je te rejoins sur le côté préventif. Je pense que c'est aussi ce que le législateur a voulu faire avec ce permis cheval. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, est-ce que sur l'aspect juridique, il y a à la fois plus de sensibilisation et se dire qu'on sanctionne des comportements qui sont récurrents. Oui, l'absence de faim, je pense qu'on a tous fait l'enfant bien faire, même pas on a dit qu'il y a des jours, voilà, la vanne de foin, elle finit un soir, et on a que le lendemain matin, ça veut dire qu'ils ont passé 5, 6, 7 heures sans avoir une chose d'activité. Bon, est-ce que pour autant c'est de la maltraitance? Je pense pas à ce stade. Oui, mais justement, là, on touche du doigt un sujet ultra intéressant. C'est la subjectivité de cette notion. C'est que, tu vois, toi, tu viens de dire, bon, 5-6 heures, c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre va te dire 4h15, mais le cheval, il est maltraité. L'autre, il va dire, attends, 10 heures, ça va, il est pas. Mais on a cette subjectivité-là dans l'approche. C'est ça aussi qui est très compliqué sur cette notion. On touche au vivant et légiférer sur du vivant, c'est compliqué. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, chaque structure professionnelle, chaque élevage, doit désigner en son sein une personne, alors j'avais noté la définition, formée au bien-être animal. Bah ouais, mais ça veut dire quoi ? Être formé au bien-être animal. C'est-à-dire que, là encore, là je vous rejoins sur le côté un peu démago du sujet. Je suis formé au bien-être. Donc ça veut dire les chevaux... ils sont au paradis. Il y a quelqu'un qui est formé au bien-être animal et qui est chargé de sensibiliser les autres salariés de la structure au bien-être animal. Ça veut dire quoi ? C'est quoi être sensibilisé au bien-être animal ? Où est-ce que je mets le curseur du bien-être animal ? Est-ce que c'est le nourrir tous les 4 heures ? Est-ce que c'est de le nourrir toutes les 5 heures ? Est-ce que c'est de lui apporter des oligo-éléments ou j'en sais rien ? Est-ce que c'est de le mettre 23 heures sur 24 à l'extérieur ? Est-ce que ça convient à tous les chevaux d'ailleurs de le mettre 23 heures sur 24 à l'extérieur ? Vous voyez, la notion de détention et la notion de bien-être, de bien-être animal, c'est tellement subjectif que pour moi, encore une fois, je suis ouverte à tout propos. Alors là, je vous parle de mon ressenti, mais c'est un puits sans fond d'essayer de cadrer ça. Cadrer dans des largeurs très techniques, pourquoi pas ? Parce qu'on sait que ça peut se respecter. Mais tout ce qui va toucher à l'individu, à la perception, un animal qui, effectivement, vous avez des chevaux qui... ils mangent une fois des granulés, ils font une colique, d'autres qui n'en font pas toute leur vie. Bon, est-ce que pour autant, le cheval qui faisait pas de colique n'était pas douloureux ? Bon, il y en a un qui a montré un signe de douleur intense en faisant une colique, l'autre qui va faire des ulcères. Et tout, comme il y a des chevaux qui font des ulcères qui sont douloureux et d'autres qui le sont moins. Enfin, mais on ne le voit pas, enfin, en tout cas, il y a moins de signaux. Après, je sais que dans certaines professions, pour avoir le droit de continuer à exercer, tu dois pouvoir justifier de points d'information. Ouais.
probablement, l'application de ça, ce serait que les gens devraient souscrire à tant de modules de formation pour être délégués bien-être. La logique, ce serait que ça s'articule comme ça. bien sûr. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Mais vraisemblablement, ce type de choses vont être mis en place parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être délégué bien-être s'il n'a reçu aucune formation et s'il ne peut pas en justifier non plus parce qu'il y a des gens qui vont être armés de bonnes intentions et ils vont leur faire et puis celui qui dit attends, je veux dire que c'est moi le plan bien-être, comme ça on est tranquille, en plein contrôle, on aura coché toutes les cases. Donc, du coup, la question du référent bien-être, parce que moi je l'ai vu, ça m'a un peu effrayé aussi. Est-ce que du coup, il a la responsabilité? Est-ce que pénalement, parce que c'est ça qui est. Non, mais en fait, cette personne, en principe, c'est un salarié. Donc le salarié, c'est toute la problématique de la responsabilité. Enfin, et quelle responsabilité? Un salarié n'a pas de responsabilité à l'égard de son employeur, si ce n'est une responsabilité disciplinaire. Je peux me faire virer parce que j'ai pas respecté les règles. Par contre, sur le plan, par exemple, sur le plan pénal, alors là, on rentre dans des sujets un peu plus techniques, mais le principe de l'infraction pénale, si elle est au niveau de l'entreprise, la personne physique ne sera responsable que si, par exemple, elle a une délégation de pouvoir. Le salarié, enfin, vous voyez, c'est assez particulier comme sujet là encore. Donc moi, la notion de délégué formé au bien-être, c'est très bien. Mais moi, c'est très bien si c'est pragmatique, en fait. S'il y a une réalité pratique derrière de ce que va apporter sur délégué bien-être, ou si c'est juste un effet d'annonce de dire, c'est bon, on a mis il y a le mot bien-être à l'intérieur de notre élevage, donc tout va bien. On est tranquille, c'est... Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Non, mais pareil, cette formation, qui va la payer? Est-ce que c'est le référent? Enfin, c'est son employeur? C'est sur quel système? Ouais, enfin... Il y a encore, faudrait-il que la formation fasse référence à l'acquisition de compétences. Oui, c'est ça, bien sûr. Si c'est une formation à une formation, Exactement. valide. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, voilà. Ben voilà, exactement. C'est ça. Mais exactement. Mais exactement. Mais c'est ça. alors, c'est marrant parce que moi j'ai fait des inspections pour ça. Oui, non, mais l'inspecte, c'est pareil, c'est complètement. Il y a un petit volet sur le cheval et tout le reste, c'est les traitements du fumier, le travail. Ouais, mais c'est mieux quand même. Enfin, pour le coup, ça cadre quand même. C'est du bien-être global. Non, parce que Mais sur le bien-être du là, pour cheval. le coup, c'est du mensonge, hein, parce que moi, j'ai vu des écuries labellisées. Alors, il y a 5 panneaux comptables à la Cagnas, avec qui on a mangé, pas d'abri, pas d'eau non plus, pas la peine, parce qu'ils y vont 3 heures, mais ils sortent, alors ils sont bien, ils sont contents. Et puis, on n'a pas dit dans l'histoire que sur 50 mètres carrés, on en met 10, parce qu'on n'a pas trop le temps, et comme il n'y a que 4 panneaux pour 50 chevaux, je veux dire, c'est de la paille qui est saupoudrée par terre, c'est des équilibres commandaires, avec des alchimistes, et c'est labellisé bien-être, donc c'est presque mensonger. Enfin, là, on est quand même sur du. C'est vrai que les deux seuls que je connais qui sont labellisés, c'est des vraies belles structures. C'est ça que je m'étais dit, bon, bah, moi je trouve ça plutôt bien que ça existe. Mais effectivement, il y a Les kiosques sont des poneys endémiés sur une terre de jour d'affilée, enfin, on est quand même sur des aggrégations, et tu te dis, c'est un label mensonger. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une label, c'est pas la loi. Ouais, là, c'est du label. C'est du label. Non, non, non. Mais... théoriquement un encouragement à aller. Ouais. Le problème, c'est que si tout le monde gagne le label sans avoir besoin de répondre à des vrais critères, voilà, après, c'est tout, ça n'a rien à voir avec le cadre. Non, mais bon. On n'est pas sur les mêmes. Ouais, mais ça fait partie finalement des règles qu'on veut essayer de mettre en place pour essayer d'aller vers une amélioration de la prise en compte du bien-être équin. Bon, on va dire,
ça peut être louable, mais c'est toujours pareil. Moi souvent, enfin, c'est mon quotidien. C'est quand vous lisez des lois, quand je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas les décrets d'application qui vont derrière. Bah, excusez-moi, mais à part dire que c'est un effet d'annonce, je vois pas ce que c'est. Bon, c'est comment est-ce que je rends applicable, quelle réponse j'y apporte s'il y a un manquement, et comment au départ je sensibilise suffisamment les gens pour justement qu'ils rentrent dans le moule, dans le cadre de ce qui va être bien pour le cheval. Ça c'est un travail de longue haleine, et c'est pas une loi qui va venir changer. Bien-être ou l'inspection bien-être utile, il faudrait que l'inspection, avec un éthologue, un veto, quelqu'un avec des compétences d'infrastructure et pédagogique et débarquer à 4 et de dire voilà, on a des fonctionnaires indépendants, on met un logo indépendant et on regarde vraiment, voilà. Et je pense que malgré tout, ça va probablement venir soit d'un volonté individuelle, ça ne veut pas que ça va être étatique, mais on voit, alors, tu vois, toi au travers de ton association, Job Basic, etc., il est probable que les gens qui arrivent à agréger de manière indépendante et non étatique ce type de labellisation, et voilà, donc je pense qu'on va voir ce qui va se passer. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'une maman qui inscrit son enfant au Poney Club, elle a plus envie, elle est plus consciente du fait qu'elle aimerait bien que son enfant, que ton animal bien traité, qui passe un bon moment. Alors que moi, je me souviens très bien que ma maman, il y a 30 ans, honnêtement, elle me pose le poney, c'est un poney était gros, mec, qui l'a mangé pas. Et c'était culturel, et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les attentes sont plus les mêmes, et que c'est plutôt bien quand même, et que voilà, on va comment ces choses-là avancent. Avec le support de l'État, peut-être pas que. Non, mais après, la loi est aussi là pour mettre des garde-fous. Mais la meilleure des... Ce qui marche, c'est la volonté des gens. Hein. Si les gens ont envie de changer, si ont envie de mettre en place des éthiques particulières, et franchement, moi, je trouve ça top, c'est ça qui marchera. Plus qu'une règle qui ne sera pas appliquée ou qui ne sera pas sanctionnée. Enfin, bon. Donc, vous voyez, sur la détention, ce qu'on pouvait dire... et sur l'utilisation du cheval, alors j'ai utilisé le mot utilisation, j'aimais pas, donc j'ai mis entre guillemets, parce que ça fait un peu côté matériel du cheval, mais bon, vous me l'excuserez, je pense que vous l'aurez compris ce que je voulais dire. C'est que là, c'est pareil. Vous avez un panel de règles qui vont s'appliquer. Alors, dans les grandes nouveautés, si je peux dire ça comme ça, toujours pareil par rapport à cette loi du 30 novembre 2021, vous avez aujourd'hui l'obligation d'inscrire sur les papiers d'identification du cheval s'il a été névrectomisé ou pas. D'accord ? Et de mettre le nom du vétérinaire qui a pratiqué cette névrectomie. Bon, on sait que c'est compliqué à déceler, je crois, la névrectomie ou... Quand ça a été bien fait, on ne voit pas les cicatrices. Alors, on peut noter le manque de sensibilité de l'animal. Ouais. Par contre, étant c'est un choix importé d'Allemagne, de Hollande, si vous tombez un peu les capturons avant d'acheter, vous pouvez voir les cicatrices de façon visible. Par contre, moi, ça m'intéresse parce que moi, la connaissance que j'avais de la loi, et qui est peut-être erronée, c'était qu'aujourd'hui, moi, en tant que vétérinaire, je n'avais pas le droit de faire ce traitement-là sur un cheval. Les chevaux, d'ailleurs, n'ont plus le droit aux compétitions nationales. Non, exactement. Ouais. Oui, ça c'est interdit. En fait, si tu veux, là on va au-delà. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait l'interdiction. Effectivement, le cheval qui est névrectomisé a l'interdiction de faire du concours. Il y a eu le phénomène, le fameux sujet qui a fait un peu sensation dans le monde du cheval, qui s'appelait Propulsion, qui était un cheval de course dont on a découvert qu'il était névrectomisé, et à la fin, les plusieurs millions d'euros qu'il avait gagnés ont dû être remboursés par les propriétaires. Et justement, on a voulu aller au-delà, puisque comme on savait que la névrectomie était quelque chose de difficilement décelable, ou en tout cas, à chaque sortie de concours, on n'est pas en train de regarder si le cheval il est névrectomisé, du coup, ils ont créé cette obligation-là, générale, au moins c'est marqué sur le papier. Voilà. C'est français, là. Ah, c'est français, Non, exactement. Là, il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on vit en Europe, l'importation, tous les pays, ils aiment bien se débarrasser des chevaux qui vont très bien. Et donc, voilà, il faut faire attention parce que moi j'ai vu beaucoup de mauvaises blagues sur les gens qui achètent des chevaux, notamment en Italie et en
En fait, à Nancy, ils ont le nerf dans les pieds. Donc, du coup, le boitement jusqu'au moment où soit le nerf repousse, soit les pieds tombent. Ce qui Puis là, du coup, sur le plan juridique, c'est un peu plus compliqué de renvoyer le cheval en Belgique et en Italie que de... Voilà. C'est vrai que c'est important de savoir que les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays d'Europe sur ce genre de choses. Et l'éthique... Oui. Et l'éthique, oui, l'éthique. C'est que les jeunes vétérinaires équins en France, enfin, j'étais prof en université pendant 12 ans, donc j'ai quand même une bonne idée de l'enseignement en France aujourd'hui. Aucun jeune vétérinaire n'ira pratiquer une névrectomie sur un cheval. Enfin, mais par contre, il y a des pays où culturellement c'est normal. Et donc, c'est des choses en tout cas auxquelles il faut faire un petit peu attention. Et là, on touche vraiment, du coup, à la notion, à mon sens, on est sur une avancée Enfin, une avancée. En tout cas, on vient officialiser des actions vétérinaires et on vient, évidemment, ça permet de faire un premier élagage, on va dire, des potentiels chevaux qui auraient été névrectomisés et qui feraient du concours. Donc, en tout cas, c'est une des avancées, enfin des nouveautés, je ne sais pas si c'est une avancée, mais en tout cas des nouveautés du 2 décembre 2021 à ce sujet. L'autre petit sujet, même si... Alors moi, je vous avoue, quand j'étais gamine, je le reconnais, je suis montée un jour sur les manèges japonais. J'en avais pas revu depuis, donc je me disais que ça avait disparu, et tant mieux. Il semblerait qu'il ait fallu légiférer là-dessus. Alors pour la petite anecdote, là toujours, c'est la députée Legui Ballois qui est venue un peu modifier ça. C'est qu'au départ, ce que j'expliquais tout à l'heure en aparté, c'est qu'au départ, ils avaient parlé de carrousel. Ils avaient dit interdiction des carrousels, machin. Et elle a dit, faites gaffe, parce qu'en utilisant le mot carrousel, si ça donne lieu à interprétation, on va se retrouver avec le cadre noir qui a pu pouvoir... Enfin bref, voilà. Donc, ils ont utilisé un... Quand la loi commence à faire une définition, c'est toujours très très beau. Donc là, c'est interdiction des manèges japonais, entendus comme attraction, donc attraction, permettant pour le divertissement du public de chevaucher tout type d'équidé via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement. Voilà. Donc, chaque mot a été mis en place pour éviter justement que les balades à poney ne rentrent pas dans le cadre manège japonais et tout ça. Donc là, c'est vraiment la notion de dispositif rotatif d'attache fixe. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est interdit par la dernière loi contre la maltraitance animale. À part ça, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est là aussi l'éparpillement des règles. Vous avez des règles qui vont être... Alors, vous avez évidemment les règles sportives qui sont inhérentes au dopage, et là que vous allez retrouver dans le code du trot, du galop, code du sport, et vous avez toutes les règles effectivement fédérales, et à l'intérieur des règles fédérales, les règles propres à chaque discipline. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que notamment les types d'embouchures, les types d'enraînement, en fonction des niveaux, en fonction de l'âge du cheval et tout ça, on s'y perd. Là, dernièrement, c'est l'interdiction des protège-boulets pour les jeunes chevaux, parce que à chaque fois, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce type de règles. Pourquoi interdire les protège-boulets chez les jeunes chevaux ? Les protège-boulets ont certainement un intérêt. C'est pour éviter l'utilisation par 5% voire même moins, des 2% des cavaliers qui méritent pas d'être cavaliers en fait, qui à chaque fois trouvent des subterfuges pour utiliser les protège-boulets qui, du coup, avant on avait le droit des protège-boulets plombés, puis après les protège-boulets qu'on serrait ultra élastiques. Donc après on a juste eu le droit aux protège-boulets très simples. Mais malgré cela, il semblerait qu'il y ait des cavaliers qui aient trouvé des solutions pour faire passer le dos du cheval malgré ces juste bouts de plastique, quoi, en les serrant encore plus, en trouvant des solutions. Du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire ? On a dû les interdire. Voilà. Donc on en est là maintenant, c'est que là aussi, il faut bien avoir à l'esprit le bien-être animal. On ne serait peut-être pas obligé d'avoir des règles, parce que c'est du bon sens aussi, de ne pas frapper son animal, c'est du bon sens. Néanmoins, on se sent obligé de le faire parce que il y a des comportements déviants. Mais alors, pareil, la notion de ne pas cravacher à outrance. Par exemple, vous avez des règles dans le code du trot et du galop, vous avez des règles spécifiques sur l'usage abusif de la cravache. Vous n'en avez pas
elles sont différentes. Alors déjà en dressage, bon, on n'a pas le droit au stick sur les rectangles, enfin pas toutes, mais sur des compétitions d'obstacles, par exemple, l'usage de la cravache, à quel moment il est déviant, à quel moment il est abusif. Et là, le problème, c'est qu'on est face... Est-ce que c'est un problème d'ailleurs? Je pose la question, c'est une question ouverte. Comment dirais-je, le jugement, la décision, l'appréciation de l'usage de la cravache, c'est le président de jury. Je sais pas, là c'est une question ouverte, hein, c'est comment apprécier l'usage abusif de la cravache. Est-ce qu'un jour on va pas aller jusqu'à, on interdit la cravache, comme c'est interdit sur un rectangle de dressage par exemple? Ben oui, non mais je pose une question, c'est ouvert, hein, c'est voilà, ouais. Je suis vraiment pas quelqu'un d'extrémiste, mais si on parlait tout à l'heure de l'envie de l'animal et tout, Ouais. ok, alors il peut y avoir une phase de dressage à la maison, par compréhension de l'animal, il faut qu'il comprenne qu'il va en avant, etc. Mais par contre, en concours, soit le cheval il a envie d'y aller, soit il n'a pas envie d'y aller. Pour le coup, moi je pense que ce serait. Après, c'est mon avis, et ça n'engage vraiment que moi. Mais pour le coup, par rapport à ce que peuvent penser les gens de l'utilisation de l'animal, Ouais. partie animaliste, etc., Ouais. moi, je trouve ça quand même choquant quand on peut taper sur l'animal Ouais. pour qu'il aille de l'autre côté de l'obstacle. Mais je suis complètement d'accord. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Puisque pour le dressage, à la maison, il y a une phase, c'est un peu comme un enfant, ils vont dire, non, tu n'auras pas le droit d'avoir ta super BD, si tu ne ranges pas ta chambre, ou tu ne fais pas, enfin, il y a des moments où, voilà. Mais par contre, ça ne peut pas devenir le quotidien, parce que c'est pas normal. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que on progresse, je pense, de notre façon de voir la relation à l'animal. Et voilà, comme je disais, l'équitation à la base, c'était quelque chose de militaire, c'était ancestral et ça répondait à d'autres besoins. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un sport, c'est ludique, et il faut que ça reste quand même agréable pour les deux parties, sans quoi ça n'aura plus trop lieu d'exister d'ici peu. Et voilà, et un cheval qui a besoin qu'on lui tape dessus pour sauter, soit c'est qu'il a mal, soit qu'il déteste ce qu'il fait, mais c'est qu'il n'a rien à faire sur la compétition. Enfin, moi, c'est... Non, je partage. Savoir si on interdisait la cravache ou pas. Parce que nos cavaliers diabétiques, ils avaient le droit à la cravache. Ouais. Ça a été un grand débat en interne. Une discussion qui est toujours complètement ouverte. On s'en est tenu et on s'en tient, nous, aux règles de la Fédé. Donc, pas dévier de ça. C'est un débat entre nous. Mais le débat est hyper ouvert et il est surtout hyper complexe. Parce que vous prenez, moi je pars du principe, là, il y a la mode pour les clubs et les clubs. Vous prenez un gamin à poney avec une cravache, parce que véritablement il a besoin de la cravache et comment il va s'en servir. Vous prenez un pro avec une cravache sur un concours, simplement l'existence de la cravache fait savoir au cheval aussi, sans avoir besoin de taper, d'accord, aussi qu'il doit avancer. Il n'y a pas d'usage de la cravache, mais il y a juste l'existence du stick comme étant un moyen d'éducation. À ce moment-là, il n'y a pas d'utilisation coercitive. Donc en fait, on voit bien que la cravache, on la met aussi dans les mains et elle va être utilisée différemment. Il peut y avoir un pro qui va taper sur son cheval. Je ne dis pas tout. Mais on voit bien qu'en termes de formation et d'avancement, c'est la même chose que pour les époux. Enfin, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas le droit de mettre des époux avant les recettes. Complètement. Complètement. Moi, je suis désolée, j'ai un vrai souci avec ça. Mon gamin, il a 3 ans, il a mis une cravache dans la main, ça m'a rendu hystérique. Je me dis, en fait, à la maison, il a pas le droit de taper sur le temps, pourquoi est-ce que là, il a le droit de taper sur le bonnet? Parce que le gamin ne peut pas comprendre, en fait. 3 ans, on ne comprend pas sur quoi on tape et sur quoi on ne tape pas. Et déjà, comment on tape? Et donc, on voit bien que l'utilisation de ces aides, parce que si on prend la base, les écrans à la cravache sont artificiels, mais c'est une aide, c'est pas un outil coercitif pour faire avancer son cheval. Voilà, dans les courses, ils l'utilisent en bougeant, normalement. Ils ne sont pas supposés taper sur le cheval, c'est très longueur. On voit bien qu'à ce moment-là, il y a un enjeu sur ces outils-là. Moi, je suis d'accord avec vous, le mec qui a besoin de taper 3 fois sur son cheval, qui saute de l'autre côté, c'est que le cheval, il ne devrait pas sauter. Un problème qui est là pour des questions aussi de sécurité à titre personnel, et de dire, en fait, s'il y a des dérobades de signalement, il y a un moment donné, c'est aussi sa propre sécurité, quand on est en concours, ça, je peux l'entendre, mais attention, on va taper. Et on voit bien qu'on rentre là dans des aléas et dans des discussions qui sont très très complexes, totalement subjectives et totalement soumises à l'appréciation du jury. Nous, on a un problème avec Jacques Petit sur la question des jurys, et d'un jury à l'autre, en fait, on ne va pas avoir le même écho. Le serrage de la mouchoir, vous en parlez à certains, voilà, les fameux devoirs, certains ça parle, pour d'autres pas du tout. Il y
y a des outils. Deux doigts de maréchaux et deux doigts de. Ouais, il y a des lois qui font détectement et pourtant il y a des outils de la FEI qui existent, qui ne sont pas utilisés sur les terrains de concours. Bon, voilà, la marge elle est très très compliquée et c'est pour ça que je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est notre axe aussi, c'est la sensibilisation à mort, parce qu'en réalité, plus que la sanction, c'est la sensibilisation, la formation qui va permettre d'avancer sur quelque chose. Enfin, vraiment, Complètement, mais il y a d'autres incohérences par rapport à... vous voyez, moi, si je prends la discipline du dressage, il y a des épreuves, c'est marqué, éperon obligatoire. Alors, bride, je crois que maintenant, on a le droit de faire filet ou bride, mais pareil, il y a des épreuves, c'était bride obligatoire. Mais on est là, mais... Ouais, les Grands Prix, en FEI, ouais, on est sur de la bride. Et en fait, son cheval, il est bien en filet, mais si elle veut monter certaines épreuves, elle est obligée de mettre la bride, c'est le règlement. Oui. Pourquoi ? Ça vient à contre-courant de justement cette recherche de bien-être. Donc vous voyez bien qu'on est sur des incohérences. Alors là, pour le coup, c'est pas la loi qui le fixe, ce sont nos règlements. C'est les règlements fédéraux. Donc à l'intérieur même de ce que va vouloir le législateur, vous allez voir aussi des comportements incohérents à l'intérieur du sport même. Donc vous voyez bien qu'on s'y perd, et quand je vous disais tout à l'heure que moi j'ai vraiment un sentiment d'éparpillement, de dispersion, bah là je vous en donne un peu un exemple, parce que clairement il y a des sujets, sur la taille des éperons, enfin sur roulette. Alors en dressage vous avez le droit à tel système, mais en obstacle vous n'avez pas le droit au même. Enfin c'est la longueur de la cravache, bah, dans ces cas-là autant la retirer. Enfin je sais pas, mais c'est vrai que c'est des sujets. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le bien-être animal, on a envie de le mettre en place, mais par ailleurs, on maintient des sujets sur lesquels on semble assez tous, on va dire, clairs. Je veux dire, si on peut faire l'épreuve en filet, ça veut dire que notre cheval est bien dressé. Si on doit utiliser une bride, la gourmette serrée et avec des éperons à molette comme ça, bon, je dis ça, je suis concernée par le sujet, mais justement, j'en viens à me poser ces vraies questions-là. Est-ce que vraiment c'est utile ? Donc, du coup, effectivement, derrière, le dernier sujet, parce que quand on parle de droit, généralement, on dit qui dit droit dit sanction. Le dernier sujet, c'est aujourd'hui, quelles sont les qualifications qui existent en matière d'actes qui contreviendraient au bien-être équin. Là aussi, alors bon, je vous ai fait un petit schéma récap de ce qui existe en matière pénale, en matière d'infraction pénale, pour des problématiques d'infraction au sujet de bien-être animal. D'accord ? Alors, je ne sais pas si je vais vous choquer ou pas, mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois sujets qui donnent lieu à délit. Celui qui est le plus grave, entre guillemets, c'est l'acte de cruauté. L'acte de cruauté, sévice grave ou abandon. Alors, avant, on était à 2 ans et 30 000 euros d'amende. La loi du 30 novembre 2021 l'a augmenté à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, avec des peines complémentaires. Les stages de sensibilisation, un peu comme les problématiques au code de la route. Des interdictions à titre définitif ou non de la détention d'un animal et interdiction à titre définitif ou non l'exercice professionnel ou social. Bon, ça, il y a encore des sujets sur la façon de les mettre en place. L'acte de cruauté ne veut pas dire mort. L'acte de cruauté, c'est j'ai conscience. Alors attention, la notion est assez. J'ai conscience de faire mal à l'animal en ayant ce comportement. J'ai un élément intentionnel dans la notion de cruauté. Si je n'ai pas l'élément intentionnel, je tombe sur une contravention. 750 euros d'amende. D'accord ? Donc c'est j'ai envie de faire mal, c'est de la cruauté. C'est je fais mal, c'est de la contravention. Il faut savoir que si c'est un acte de cruauté suivi de mort, il y a une peine complète. Enfin, c'est une circonstance aggravante, et là on passe à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, je crois. Mais là où ce qui est le plus intéressant, c'était aussi de se dire ça avant là, le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique. Aujourd'hui, c'est un délit. Vous voyez, 6 mois d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende. D'accord ?
Jusqu'à décembre 2021, c'était une contravention. Ça coûtait 1 500 € de donner la mort à un cheval ou voilà, en dehors des cas humanitaires ou autres et réglementés parce que fait par un vétérinaire. Je me permets juste une petite précision, c'est que le fait de donner, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal, ça coûte moins cher que de détruire un bien. D'accord ? La destruction d'un bien, c'est 2 ans de prison. D'accord ? Vous détruisez la bagnole de quelqu'un, vous risquez 2 ans de prison. D'accord ? Vous tuez un animal, ça coûte 6 mois d'emprisonnement. Voilà. Je me permets cette petite parenthèse. Maintenant, ouais. Et donc, le cavalier, la régionale, le cheval est décédé pendant une épreuve, etc. Il a été condamné Non, il est que disciplinairement. Il n'y a pas de... Non. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'application. Exactement. Exactement. Et c'est justement là où tu as complètement raison, c'est que, vous voyez, le reste, tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur les conditions de détention, d'accord ? Le fait de priver notamment de nourriture, c'est une contravention de 4e classe. C'est 750 € d'amende maximum. Voilà. Quel juge, quel procureur va aller poursuivre pour 750 balles, pardonnez-moi l'expression, max. Déjà, il faut trouver la personne, il faut poursuivre, ça coûte des sous, la justice n'a pas trop de moyens, donc on va taper sur des sujets un peu plus intéressants. Je caricature en disant ça, mais pas loin. Donc, ne pas donner de nourriture à un animal, ça coûte 750 €. D'accord ? Donc, c'est là-dessus que je voulais vous sensibiliser. C'est très bien d'avoir voulu augmenter le plafond des peines. Mais on sait très bien que c'est jamais les peines qui sont appliquées. Parce que déjà, entre les faits de cruauté et les faits qui sont effectivement poursuivis, s'ensuit la réponse pénale à ça. Et la réponse pénale, si tant est qu'elle soit opportune d'ailleurs, de mettre quelqu'un en prison 3 ans parce qu'il a fait un acte de cruauté, est-ce que c'est une réponse qui va lui servir ? J'en sais rien. Pareil, la réponse est ouverte, la question est ouverte. Néanmoins, vous voyez qu'on essaye, c'est un effet d'annonce, c'est montrer, on a vu que c'était grave, donc on va vous montrer qu'on peut mettre plus haut. Ah oui, mais si dans les faits, le juge met toujours 2 mois, avec sursis, ça sera... Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement les peines complémentaires, stage de sensibilisation ou les interdictions. Est-ce que ça aura peut-être plus de poids ? Est-ce que le juge, du coup, se sentira plus à même de prononcer ce type de peine ? Bon, là encore, pareil, on parle de quoi quand on parle de stage de sensibilisation ? De combien de temps ? Alors, c'est maximum 1 mois. Chez qui ? Comment ? Combien ? Enfin, voilà, ça. Plein de sujets pratiques qui portent quand même à discussion. Mais surtout, là aussi, et je reviens toujours au même sujet, c'est que, à côté de ce panel juridique-là, ce panel légal, on a tout le reste des sanctions disciplinaires. D'accord ? Ce que j'appelle sanctions disciplinaires, c'est les sanctions qui vont être infligées par les fédérations, d'accord ? Nos FFE, la FEI, les courses hippiques. Donc je vous ai donné je vous ai mis des petits exemples à chaque fois sur les différents thèmes. Et là, c'est notre gars de, hein ? Voilà, on sait de qui on parle, mais voilà. Donc, ce gars-là, il a, sur un concours jeunes chevaux, démonte la tête, fait une prise de catch sur le dernier obstacle du cheval, mais en mode comme ça, violent. Bon, le cheval, il est euthanasié ou il est... Je crois que c'est... Oui, il est mort sur... Ouais, il est tombé, mais comme ça, quoi. Enfin, il lui a fait une prise de catch sur le dernier obstacle. Mais vraiment en mode... voilà. Ça a fait... et en plus, SHF, c'est des concours professionnels. On est entre gens du sérail. Hein, donc, mais ça a fait quand même... ça a fait bouger, pas le jury, ça a fait bouger des cavaliers extérieurs ou des gens qui étaient là, qui se sont plaints du sujet en disant « Mais vous foutez du monde, quoi. Ce gars... Qu'est-ce qui se passera ?» Tu vois ce qui se passe. Il a eu 2 ans de FFE et SHF, dont 18 mois avec sursis. En gros, il a eu 4 mois de suspension. 6 mois. 6 mois de suspension. 6 mois de suspension, l'hiver, où il n'y a pas de concours, quoi. Non, mais quand je parle tout à l'heure, on parlait de l'utilisation de la cravache et tout ça, mais les présidents...
Non, mais c'est comme aller les commissaires au paddock. Aller voir des paddocks en fonction des gens qui les font. Évidemment, il y a des comportements qu'ils acceptent chez certains cavaliers et pas chez d'autres. Enfin, mais oui, 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 oui. Le législateur aussi ne sanctionne pas les jurys Ouais. qui laisseraient passer les choses. Ouais. En fait, Je pense que c'est ça qui est pas normal. ce qui est compliqué, c'est qu'une partie de ça, c'est plus ou moins du bénévolat. Exactement. Sur un concours, tu as une très faible partie qui est professionnalisée et le reste, c'est des gens qui viennent donner de leur temps. Et je pense que le problème, c'est que si l'encadrement est trop rigide, etc., finalement, les personnes ne viennent plus. Et qu'en gros, il y a des choses qui sont retransmises. Mais en tout cas, je pense qu'une partie de la complexité, elle vient de là, c'est que quand tu recrutes du bénévole, si tu es trop fermé, ça marche pas. Et que quand tu vois que déjà, les gens autour, les engagements coûtent plus cher que ce que ça te rapporte, et ça, tout le système est assez bancal et repose sur le fait qu'il y ait des gens qui ont envie que ça aille mieux finalement. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le législateur ne légifère pas sur des professions qui en fait ont une responsabilité en fait. Ah bah non, mais c'est sûr que le président du jury, dans un contexte comme celui-ci, avait légitimité à intervenir fermement et ça devrait être des obligations. Et peut-être que eux devraient avoir des stages un petit peu plus encadrants pour leur dire ok, ça c'est pas acceptable. En fait, alors, justement, tu vas peut-être nous répondre. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, on part sur un sujet différent, qui est à la fois la question du législateur qui Ouais. pour l'ensemble Ouais. de la population, qui soit cavalier, pro, amateur, ou simplement détenteur de filet, simple. Et puis, il y a la question de la fédération et de la gouvernance de la filière, qui est encore un autre sujet, savoir comment la gouvernance de la filière est gérée, administrée, pour qu'il y ait des contrôles intra-filière. Et en fait, c'est deux sujets différents. Le législateur, il fait ce qu'il veut à sa hauteur, pour l'ensemble des... En fait, c'est le minimum, C'est la base. Minimum syndical, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au-delà. Et puis derrière, il y a la question de la gouvernance, et comment nous, on s'autogère, et comment on accepte d'être autogéré pour qu'il y ait des contrôles et des vrais contrôles. Comme je disais tout à l'heure, sur les commissaires au paddock, les membres les jurys, qui sont formés ou pas, qui ont une autorité ou pas, qui ont la fouille ou pas, et qui ne réagissent ou pas. Mais je pense que c'est effectivement à ce niveau qu'on aura le plus d'impact qu'au niveau du législateur. C'est à ce niveau-là, bien sûr. Appliquées sur les terrains, du baby poney à la club 4 ou à la P4 jusqu'au plus haut niveau. Et elles sont pas appliquées. Oui, d'accord. C'est une question interne de gestion de gouvernance de notre filière à s'engager réellement sur le terrain pour la filière. Ouais. Si on veut continuer à monter le chemin. Exactement, c'est là-dessus que je voulais en finir, parce qu'effectivement, là, notre risque, c'est ça. C'est que dans 5 ans, on n'ait plus le droit de monter nos chevaux parce qu'on donne du grain à moudre à des mouvements extrêmes sur le bien-être animal. Je suis en train de me faire hurler dessus, mais en silence. On me fait... Alors, ceux qui veulent, les questions, c'est autour d'un verre. Ah ouais. On peut continuer autour d'un verre. Pas de problème.